Je suis aussi contente de voir que le domaine de la data science vous intéresse et que ces ramifications qui aujourd'hui commencent à prendre de l'ampleur sur le marché du travail commencent à voir la partie applicative et aussi que la partie technique. Je remercie aussi Jeddah pour avoir organisé cet événement. C'est la première fois pour moi et je vais faire mon mieux. Avant de commencer dans la présentation, je vais faire une petite introduction sur moi-même et mon parcours parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, surtout pour les étudiants qui sont ici, de voir qu'il n'y en a pas de parcours qui peut influencer la carrière. C'est plutôt la détermination, la motivation, le fait d'être autodidactique, le fait d'être organisé, concentré, constant, qui nous amène sur le chemin qu'on désire. Et surtout, le chemin de la data science est vraiment intéressant et j'espère que vous allez retrouver avec moi un petit peu ce côté qui me fait plaisir. Juste pour être bref, concernant mon parcours universitaire, j'ai 2 licences en économie, une à Bucarest en relations économiques internationales et une ici à Lyon en sciences économiques et gestion. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas un background très informatique, mais ça ne pose pas de soucis pour des nouveaux rentrants sur le marché de travail, surtout dans ce domaine-là. J'ai continué avec un master en statistique et économétrie, en économie quantitative, et ensuite j'ai réussi à travailler sur ce domaine-là en tant que data analyst initialement et ensuite en tant que data scientist junior, après depuis environ 2 ans en tant que data scientist. Donc les domaines techniques que j'avais approchés sont assez divers. J'avais commencé avec R, qui est un langage statistique assez facile pour ceux qui n'ont pas fait de la programmation sur des langages orientés objets. Ensuite, j'avais approché le langage procédural SAS, qui est un très bon langage aussi pour le côté statistique et machine learning. J'ai appris du Python. Bon, on ne maîtrise jamais du Python, c'est sérieux, mais c'est indispensable si on veut travailler en tant que data scientist sur ce domaine-là. J'ai travaillé aussi sur des plateformes de data science comme Dataiku. J'ai fait un peu de machine learning sur GCP. Et bien sûr que j'ai dû apprendre un peu de SQL pour pouvoir me débrouiller sur la première partie de workflow et ce pipeline de machine learning où la collecte de données et l'analyse de traitement sont assez importantes. Pour commencer notre présentation dans l'introduction du machine learning, j'avais pensé quels sont les objectifs principaux de cette présentation. Et le but de cette présentation, comme vous savez, est de comprendre l'utilisation du machine learning dans le trading. Ça ne va pas être très pratique, ce n'est pas un workshop, mais on pourrait discuter prochainement pour comprendre un peu plus de détails de quoi s'agit-il et pour une explication un peu plus détaillée. Donc, on va apprendre un petit peu qu'est-ce que c'est le machine learning pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce domaine-là. On va comprendre quels sont les enjeux du machine learning sur le marché du travail actuellement et dans l'industrie, avec quelques petites explications concernant des méthodologies qu'on peut utiliser un peu plus difficiles à comprendre initialement, moins intuitives ou voire un peu plus intuitives. J'espère que mes slides vont faire un peu plus l'éclairage. Je vais donner quelques exemples de ces applications et ensuite on va vite rentrer dans le domaine du trading. Qu'est-ce que c'est le trading pour ceux qui ne connaissent pas? Et ensuite quelques algorithmes de machine learning qu'on peut appliquer dans le trading au but de faire des modélisations prédictives. Lorsque j'ai organisé ma présentation, je me suis vraiment poser la question quel est mon public cible, et comme on l'a bien entendu, c'est la première fois que Jeddah organise ce type d'événement, donc c'est un peu difficile à répondre à cette question si on ne connaît pas notre public auparavant. Donc je me suis vite rappelé du rasoir d'Occam et du fait que ce principe reste toujours d'actualité même s'il a été créé depuis longtemps, et c'est-à-dire que la réponse la plus simple est généralement la plus
correct. Donc, quel sera mon public cible, de quoi est-il attiré? Et c'est bien sûr du titre. Donc, j'avais discuté avec quelques-uns d'entre vous et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'étudiants. Il y a aussi des personnes qui sont rentrées déjà sur le marché du travail et qui travaillent avec les données depuis longtemps. Donc, je vais essayer à faire une approche entre les deux et satisfaire votre curiosité de ce domaine qui est assez vaste. Qu'est-ce que c'est le machine learning? Donc, le machine learning, il est une branche de l'intelligence artificielle. Apprentissage automatique, comme il est appelé en français, il est construit en tant que théorie depuis longtemps. Arthur Samuel, en 1959, a développé ce concept-là. Il était un grand computer scientist et il a gagné beaucoup de prix sur ce domaine auquel il a amené beaucoup de briques. Cette intelligence artificielle de laquelle on parle lorsqu'on parle aussi du machine learning a le rôle de faire de l'apprentissage sur des données. Il a le rôle de faire des exercices et apprendre à partir de l'expérience ou de l'expérimentation, parce qu'il y a bien sûr une différence entre les deux. La définition initiale donnée du machine learning est le fait que le machine learning est le domaine qui donne aux ordinateurs la capacité d'apprendre sans être explicitement programmé. C'est une définition assez vague, je trouve, mais elle nous donne une petite idée comme si on expliquait à nos grands-parents de quoi s'agit-il. Même si les données dans ce contexte-là pourraient être extrapolées et substituées avec l'idée de expérimentation. La définition moderne du machine learning est donnée par Tom Mitchell et comme peut-être vous l'avez vu, elle est assez compliquée. Mais l'idée principale est qu'elle se concentre sur le fait que le machine learning va créer de la valeur à partir des expériences. Et pourquoi je dis des expériences en guillemets? Parce que en fait, ce concept, il va dans le cadre de l'existence humaine, mais il ne va pas très bien dans le cadre d'un algorithme, d'un programme qui n'a pas de sentiment, d'émotion. Donc l'expérience pour les humains et pour une machine, s'agit d'approcher le domaine de prendre des informations en général du monde réel et de les apprendre. Donc on fait de l'apprentissage. L'apprentissage dans le machine learning est un apprentissage de plusieurs types. C'est pour ça que je me concentre beaucoup sur la notion d'apprentissage quand on parle de l'expérience en général. C'est important, comme vous savez peut-être, il y a 3 types d'algorithmes de machine learning. L'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Qu'est-ce que c'est l'expérience dans le domaine du computer science? C'est le fait de prendre d'informations à partir des données qui existent déjà et de le modeler de telle façon qu'on puisse prendre des conclusions, qu'on puisse donner un résultat, qu'on puisse apprendre de ce qu'on a, qu'on puisse concentrer toutes ces informations dans des conclusions assez parlantes pour les humains finalement. Si on parle de l'expérience humaine comportementale, on parle de l'ensemble de sensations, des sentiments, des souvenirs que l'être humain elle a. Mais ça, ce n'est pas suffisant parce que quand on parle d'une machine, on ne peut pas directement expliquer l'expérience à partir de qu'est-ce que c'est pour nous les humains, l'expérience. L'expérimentation est un autre concept qui doit être en considération lorsqu'on parle de données dans le cadre du machine learning, parce qu'en fait l'expérimentation, elle englobe un petit peu l'idée de l'expérience. L'expérimentation, surtout dans la recherche scientifique, c'est le fait de prendre plusieurs expériences et de les mélanger de telle sorte qu'on puisse finalement prendre des conclusions encore plus pertinentes qu'à partir de l'expérience. L'expérience est un seul événement, néanmoins l'expérimentation c'est
c'est un enchaînement d'expériences. Donc, qu'est-ce que c'est l'expérience pour une machine? Et la réponse humaine que j'avais trouvée et qui peut marcher assez bien pour le domaine du machine learning, c'est le fait que l'expérience, c'est la capacité d'acquérir ou de développer la connaissance pour la pratique et par une confrontation plus ou moins longue avec le monde. Donc, dans cette situation, on parle de données fournies de façon manuelle ou automatique. Et je me suis permise en fait de faire un petit syllogisme à partir de cette notion, parce que j'ai fait un peu d'études dans le domaine de la philosophie, et si vous vous rappelez le syllogisme de Socrate, je l'avais extrapolé un petit peu pour peut-être comprendre un peu plus quel est le résultat de tout ce qui se passe dans le domaine du machine learning. Donc, les humains apprennent à partir des expériences ou de l'expérimentation. Les machines suivent des commandes et des instructions données par les humains. Et la conclusion serait que les machines apprennent ou font de l'apprentissage de ce type qu'on avait discuté déjà à partir de l'expérience ou de l'expérimentation. Quelle est la valeur ajoutée du machine learning? On se pose la question, y a-t-il une possibilité que les humains puissent entraîner ces machines pour apprendre à partir de données passées pour prédire ou classifier le futur? Et bien sûr que la réponse est oui. Mais pour développer un peu plus ce sujet et pour voir effectivement le besoin des êtres humains de matérialiser l'idée de machine learning, on se pose encore des questions. Sera-t-il possible que ce type d'apprentissage s'améliore de façon continue et une variété immense d'applications identifie de façon pertinente les modèles, les structures et les tendances? Sera-t-il possible que le machine learning soit plus efficace, moins coûteux à long terme et plus rapide que les humains? Et bien sûr que la réponse est oui, surtout avec l'évolution de la technologie de nos jours. Dans ce contexte, on se pose une autre question dont la réponse est évidente. Pourquoi ces grandes entreprises que vous voyez ici n'ont pas-ils réussi à se réinventer? Comment réinventer et rendre plus compétitif un secteur, sachant que le software peut jouer un rôle si important? Et vous voyez ces exemples où les entreprises, il y a quelques dizaines d'années, n'ont pas réussi à implémenter une stratégie de marché appropriée. Vous voyez ici d'autres exemples que vous connaissez tous, où la stratégie de marché a été adaptée juste parce qu'on a su comment implémenter des algorithmes, qu'on a su comment créer une valeur ajoutée. Pourquoi ces entreprises sont la référence en termes de ce que c'est une bonne stratégie sur le marché? On voit bien évidemment la réponse. Pour continuer à développer un peu plus ce sujet, on se pose la question concernant la dilemme de sciences de données. Et ce dilemme-là est bien sûr un optimum de Pareto qui dit qu'en grande partie de situations, on voit le monde en 80-20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que 20% de temps de data scientist, il attribue à l'analyse de données et que 80% il attribue à la recherche ou le nettoyage ou l'organisation des grandes quantités de données. C'est très important parce que on ne peut jamais parler du fait qu'on soit un data scientist qui applique et qui implémente juste des algorithmes de machine learning. Ce n'est pas possible actuellement. Et c'est dommage parce que ça c'est une contrainte assez grande pour pouvoir évoluer encore plus sur ce domaine de modélisation et d'arriver finalement à développer des algorithmes qui soient plus intuitifs pour nos machines. Donc le problème est comment obtenir ces données dans le bon format et les bonnes données. Donc avoir les bonnes données signifie collecter les données de telle façon qu'on puisse prendre des résultats parlants, que ces données soient corrélées avec le sujet qu'on veut approcher, que ces données soient efficaces pour que notre modèle ne soit pas biaisé finalement. On se pose aussi la question comment on peut avoir les bons formats. Les bons formats d'habitude sont difficiles
réaliser si on ne connaît pas des modèles d'algorithmes de machine learning et si on ne sait pas trop bien comment est-ce qu'on peut implémenter ces données. La majorité des problèmes est le fait que les données ne soient pas au bon format. C'est-à-dire, dans les algorithmes de machine learning, d'habitude, on a des tableaux multidimensionnels. N'importe quel type d'input on met en tant que données, soit des chiffres, des variables qui sont numériques, soit des vidéos, des images, des sons, on doit les transformer dans des tensors ou des modèles multidimensionnels au but de pouvoir les utiliser dans nos algorithmes. Et maintenant, voyons quelques applications actuelles dans le domaine du machine learning. Vous savez déjà très bien le fait que les médias sociaux ont réussi à s'insérer très bien dans notre société et avoir beaucoup d'impact sur notre vie. Donc ces médias sociaux utilisent des informations qu'on réalise nous-mêmes. Parce qu'on sait déjà tous que si on ne paie pas pour utiliser une application, c'est-à-dire que c'est nous le produit. Donc, avec des détections de visage, reconnaissance des images et des objets, n'importe quelle information prise et enregistrée en fonction de notre comportement en tant qu'utilisateur, on offre des données qui peuvent être ensuite traitées par des algorithmes de machine learning. Les alertes trafic qui nous facilitent la vie au but de trouver le chemin le plus rapide est aussi un autre exemple de données. Un autre exemple d'application. Ensuite, les recommandations de produits et jusqu'en information Amazon, il prend presque 35% de ses revenus à partir des algorithmes de machine learning qui savent faire des recommandations de produits, qui savent en dire quels sont nos désirs en fonction de l'historique qu'on a déjà. Il y a beaucoup d'autres domaines, par exemple le diagnostic médical, et vous voyez quelques exemples. Ce sont des domaines qui peuvent nous faciliter la vie, qui peuvent nous améliorer la vie, et c'est important de prendre en compte qu'il y a des chercheurs qui essayent intensivement de développer ce domaine-là. Parce que si déjà, depuis des dizaines et des dizaines d'années, les médecins étaient une grande partie pour pouvoir arriver à donner des préconisations et nous aider à voir quel est le problème et comment le résoudre, maintenant les machines peuvent faire la même chose. Je donne juste deux exemples. La première, c'est la neuroscience. Les examens de IRM sont longs, d'environ 1 heure. Ils durent en grande partie parce que les opérateurs doivent s'assurer qu'ils capturent suffisamment de données de qualité. Il est difficile pour l'opérateur de déterminer quand il a acquis les données nécessaires et en plus, ce type de traitement il est très coûteux. Donc qu'est-ce que se passait? Les chercheurs ont essayé de voir comment on peut réduire le type d'attente en fonction de type de patient. Et comme vous pouvez voir, il y a 3 catégories qui ont été réalisées par l'intermédiaire des statistiques qui ont classé l'individu en fonction de son comportement et le fait de bouger plus ou moins. Avec ces informations, on traite le peu d'informations qu'on peut accaparer à partir des images réalisées et on peut laisser le client, le patient partir plus tôt parce que ces algorithmes ils peuvent prédire et modéliser le peu d'informations pour avoir une précision assez importante. Un autre exemple, c'est l'application dans l'oncologie. Donc, ces applications ont le but de reconnaître les tissus cancéreux à un niveau comparable ou meilleur qu'à celui de médecins formés. Et il y a beaucoup d'applications, la détection du cancer en général, la segmentation des tumeurs, le suivi de développement de ces tumeurs-là et la détection pronostic. Juste pour donner un exemple, dans un article qui s'appelle « Classification au niveau dermatologique du cancer de la peau avec des réseaux neuronaux profonds », on peut voir quelques études réalisées par Google qui essaient d'identifier par l'intermédiaire de réseaux neuronaux
qui identifiait les maladies de peau à un niveau comparable à celui des médecins. Donc ici, on a trois types d'études qui ont été faites. Une, c'était sur le Convolutional Neural Network. Et les deux autres sont deux types de résultats que les dermatologues ils ont pris en compte. Ce qu'on peut observer est que pour le réseau de neurones, sur la diagonale, le taux de prédiction il est assez important, environ 96%. Néanmoins, parfois les dermatologues ont des problèmes à en dire, par exemple, si l'eczème elle est inflammatoire ou pas, si la maladie elle est bénigne ou pas. Et à la droite, il y a deux types de maladies. Un, c'est le carcinoma, le plus fréquent cancer de peau aux États-Unis. Le deuxième et le troisième sont le mélanoma, le plus mortel cancer de peau des États-Unis. Et comme on peut observer sur les courbes ROC, le taux de précision il est assez important pour le modèle de machine learning tout à l'heure. Et la moyenne de prédiction de la maladie, de reconnaissance de la maladie par les dermatologues un peu plus bas, elle est un peu moins précise. C'est-à-dire que nous sommes arrivés déjà à pouvoir prédire d'une façon assez précise les types de maladies, surtout celles qui se basent sur l'image dans ce contexte-là. Pour passer à l'algorithme de machine learning, je vais vous expliquer un petit peu, si vous ne connaissez déjà, les types d'algorithmes. On sait déjà qu'il y a trois algorithmes principaux. Apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement. Juste pour expliquer un peu plus, l'apprentissage supervisé prend chaque exemple et il l'associe à une certaine étiquette. L'objectif est de prédire l'étiquette pour chaque donnée en part. Et le système, il va apprendre à classer ces données-là de façon assez facile. Pour l'apprentissage non supervisé, les exemples ne sont pas étiquetés. L'objectif est de trouver une structure à ces données-là et le système apprend à grouper ces données de façon assez similaire. Ensuite, pour la partie de apprentissage par renforcement, les exemples sont associés parfois à une récompense ou une punition. On n'a pas les inputs comme les autres deux types d'apprentissage, mais nous pouvons créer nous-mêmes. En fait, l'algorithme il peut créer par lui-même. L'objectif est de trouver les actions qui maximisent les récompenses. Et le système, il apprend une politique de décision par soi-même. Juste pour donner un exemple que je n'ai pas utilisé tout à l'heure pour dire quel est le type d'application de ce point de vue, je vais parler de la dernière application qui a commencé à s'améliorer depuis quelques semaines par l'intermédiaire des chercheurs de Samsung. Donc, en commençant par une seule photo, cette dernière technique permet d'animer l'image 2D dans une vidéo convaincante, en image animée, un peu près comme dans le monde magique de Harry Potter. Oui, ça c'est arrivé, on sait déjà que c'est arrivé. Pour donner un peu la méthodologie, ce système apprend à quoi ressemble la géométrie de base du visage afin d'appliquer une masse de visage de quelqu'un d'autre. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps, mais je vais donner un autre exemple. Vous voyez ces images, cette photo-là? Elle est belle, non? Et ça n'existe pas en fait. Cette photo-là, elle a été créée par un algorithme de machine learning en prenant toutes sortes de visages et en faisant une moyenne. Le résultat il est très beau et ça peut s'appliquer dans beaucoup de domaines, surtout dans les vidéos ou les films. Et ici, ce sont d'autres exemples. Ce sont des modèles génératifs pour l'apprentissage par renforcement qui consistent à permettre à l'apprentissage dans un environnement imaginaire ou des actions qui ne causent pas de dommages
réel à l'agent. C'est très utile parce qu'on peut finalement voir des photos prendre vie et ne soient plus si mortes comme on le pense. Maintenant, on va parler un petit peu de méthodes de machine learning et des algorithmes. Donc jusqu'au présent, je présentais un petit peu la partie de l'apprentissage par renforcement de manière globale. Mais maintenant, je vais me concentrer sur l'apprentissage supervisé en présentant trois types d'algorithmes et ensuite sur l'apprentissage non supervisé en présentant un autre type d'algorithme que vous allez découvrir par vous-même tout de suite. Donc, le KNN. Qu'est-ce que c'est le KNN? On peut regarder cette vidéo-là et j'espère que vous allez comprendre tout de suite. Donc, qu'est-ce que se passe? On avait choisi 5 voisins. Donc, nous avons une donnée en fonction de ces deux axes. Et ces données-là, elles tombent effectivement là-bas. On veut savoir quels sont les plus proches neighbors, voisins. Et comment décider à quel type de voisin il appartient. Ensuite, pour la partie de forêt aléatoire, les forêts aléatoires sont une méthode d'apprentissage d'ensemble pouvant être utilisée pour la classification. Ils fonctionnent en utilisant une multitude d'arbres de décision et sélectionnent la classe la plus souvent prédite par ces arbres, comme vous pouvez voir dans cette image-là. Les feuilles de ces arbres sont les résultats possibles. Un arbre de décision peut être construit automatiquement à partir d'un ensemble d'apprentissage comme celui-ci. Chaque arbre de la forêt est créé en utilisant un échantillon aléatoire du jeu d'entraînement original et on considère qu'un sous-ensemble d'entités va être sélectionné. Donc le nombre d'arbres est contrôlé par la validation croisée. Et le troisième type d'algorithme qu'on va voir tout de suite sur un exemple pratique est celui de Linear SVC, Support Vector Machine, donc classification de vecteurs de support linéaire. Dans ce type de modèle, le jeu de données est représenté sous forme de points dans l'espace. L'espace est séparé en graphes par plusieurs hyperplans. Chaque hyperplan tente de maximiser la marge entre deux classes, c'est-à-dire que la distance au point soit la plus proche possible. Donc la distance soit entre les points de ces deux graphes soit maximisée, mais la distance dans le cadre du graphe soit le plus proche possible, pour être un peu plus explicite. On va utiliser un jeu de données du package MINST, qui est bien connu pour ceux qui font du machine learning et qui veulent jouer avec, qui est composé des images de grille de 28 sur 28 pixels. Pour chaque image, nous connaissons déjà les labels, les chiffres correspondants. C'est pour ça qu'on utilise un algorithme d'apprentissage supervisé. On connaît les inputs, on connaît les outputs et on veut savoir comment attribuer une nouvelle valeur qui a un input et quel est son output d'une précision assez grande. Et le résultat, dans ce contexte-là, car j'avais déjà exécuté le programme, est le fait qu'on a une précision de presque 96%. On voit aussi la matrice de confusion. Et juste pour donner un exemple, dans ce contexte-là, bon, il n'y a pas trop grand-chose. Prenons le premier exemple. Donc la première ligne, elle représente la valeur du label 0. Elle a été prédite 94 fois de bonne façon et 3 fois de mauvaise façon. Une d'entre elles est qu'elle a été considérée en 2. Une autre fois, elle a été considérée en 7, non? En 6. Et une autre fois, elle a été considérée en 9. Bon, parfois on fait des erreurs aussi, mais ces algorithmes nous démontrent que le taux de précision est assez grand. Les autres modèles vont être similaires.
et le résultat pour le London Forest par exemple. Et le fait qu'on a aussi beaucoup de précision, ce qu'on peut observer est que pour la valeur de 8, elle a été prédite ici comme un 3. On peut voir pourquoi, peut-être 3 fois. Donc la valeur de 8, elle a été pas bien interprétée dans quelques situations. On peut bien sûr améliorer ces valeurs-là, mais l'idée est de voir les comparaisons de nos modèles et d'arriver à une conclusion de quel est le meilleur modèle à utiliser dans ce contexte-là. Pareil pour l'algorithme Support Vector Machine linéaire. Nous avons aussi des résultats assez parlants. Néanmoins, ces valeurs-là sont un peu moins précises. Peut-être qu'il faut travailler un peu plus sur le paramétrage. Donc, quelles sont les conclusions qu'on peut faire dans ce contexte-là? Car on a utilisé 3 approches différentes. Il n'est pas possible de dire quel est le meilleur modèle. Par exemple, le modèle de KNN, il est rapide pour entraîner des données, mais il est lent pour calculer les résultats. Cela pourrait être amélioré aussi avec une technologie un peu plus puissante, mais ça reste à la décision de celui qui interprète comment réaliser ces décisions. Pour la partie d'apprentissage non supervisé, j'ai pensé à utiliser une méthode de clustering. Il y a 3 types de méthodes d'apprentissage non supervisé: le classement, l'analyse factorielle et l'association. Donc le clustering signifie regrouper des objets en groupe ou classe ou famille de telle façon qu'il y a une grande similarité intra-classe et il y a une petite similarité inter-classe. C'est-à-dire que la variation au sein du groupe soit moins forte et à l'extérieur soit beaucoup plus forte. Et vous pouvez observer ici un exemple assez parlant. Donc il y a des étapes qu'il faut suivre d'habitude et il faut savoir quelles sont nos données à l'entrée, comment choisir le nombre de valeurs K et ainsi de suite. Mais l'idée est que l'algorithme il va s'arrêter à une bonne précision lorsqu'il n'y en a pas de différence entre les valeurs. Et j'avais bien sûr pensé à utiliser un cas qui me plaît bien, c'est mon compte d'Instagram que j'utilise pour mon chaton. J'ai voulu faire une compression des images et j'avais pensé quelles seraient les photos les plus intéressantes de ce point de vue. Donc j'avais réalisé un algorithme. L'image elle-même est stockée dans un tableau tridimensionnel. J'avais travaillé pour cette partie-là, de taille, largeur, longueur et couleur, contenant de contributions rouge, bleu et vert sous forme des entières à partir de 0 à 255. Et comme on peut observer, on a 3 dimensions, donc c'est-à-dire que si on veut visualiser notre tableau, on va réaliser 2 graphes pour chacun. Et ici, ça ne se voit pas trop bien, mais c'est la répartition de couleurs qui se trouve à l'intérieur de ces 3 photos. Et on peut déjà voir la prédominance de quelles couleurs existent dans ces photos sur des tableaux dans un espace de rouge, bleu et rouge, vert. Donc, est-ce que vous pouvez deviner, s'il vous plaît, quelle photo appartient à quel type de graphique? Peut-être que ça ne se voit pas trop bien, mais on peut voir que dans la première. Oui? La première photo appartient effectivement au graphique en haut parce qu'il y a une prédominance de marron et gris. La deuxième photo en haut à la droite pour vous appartient au graphique au milieu qui a beaucoup de couleurs vertes. Et ensuite, la troisième photo, elle appartient au graphique à la droite qui a aussi beaucoup de rouge. Donc l'idée pour moi était de donner une nouvelle coloration des pixels d'origine et de partager les groupes dans des groupes homogènes qui sont les plus proches de la couleur qui est centrale au milieu. Et pour vous montrer la méthodologie,
Qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai fait l'importation de packages, j'ai travaillé aux données qui a été la plus grande partie, la plus difficile partie, vu que j'avais fait des captures d'écran de mon Instagram. Donc j'ai dû adapter les dimensions de mes tableaux. Ensuite, j'ai réalisé des fonctions qui ont pu me donner ce type de graphique avec le nombre de couleurs possibles. Bon, je ne sais pas si c'est 16 millions dans ce contexte-là, mais l'idée que je voulais montrer est le fait que si on partage avec une fonction qui s'appelle mini batch camise dans 16 groupes les couleurs, on verra qu'il y a une plus petite fluence entre ces couleurs-là. Et le résultat est assez parlant parce que, en fonction de ça, on peut observer que cette image, ces images à la droite ont été converties en facteur de compression d'environ 1 million. Il existe certainement un autre moyen plus efficace de compresser les images, mais ça peut donner une idée de qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'apprentissage non supervisé. On peut observer que lorsqu'on réduit le nombre de ces couleurs-là, on désature l'image vers la couleur prédominante. Ça peut poser des problèmes et ça peut aider aussi les photographes à voir si la composition elle est plus importante, la composition elle est bien si on réduit le nombre de couleurs sans appliquer des filtres. Donc si on choisit bien la palette de couleurs sans retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans les images, le résultat de la compression des images peut être très esthétique. Et maintenant, jusqu'en petit exercice, si vous voulez, dites-moi s'il vous plaît, est-ce que vous voulez choisir un autre nombre de clusters? Juste pour voir quelle est l'influence sur cette photo. De préférence plus petite que 16. Dites-moi un chiffre. 4. Ok, très bien. On est curieux, j'espère, de voir combien en image de mon chaton comment ça va être visualisé. Donc, j'ai réduit le nombre de clusters et je vois qu'il y a 4 couleurs prédominantes, noir jusqu'à gris. Ici, on voit la palette de cet espace de couleurs et on voit quel est le résultat. C'est un filtre, c'est un Instagram, mais bon, je m'excuse. Bon, on passe à la suivante. Très bien. On fait une introduction dans le trading maintenant. Donc, les principaux buts pour les applications dans le service financier que je n'ai pas approché jusqu'au présent est de protéger les institutions les plus exposées aux risques et aux fraudes financières. C'est-à-dire notamment dans la détection de la fraude et la cybersécurité. Ensuite, un autre but est de créer et d'optimiser l'investissement sur le capital au niveau mondial, surtout pour les clients qui ont du capital à investir. C'est-à-dire, on gère des revenus et les dépenses d'un client et on fait aussi du trading. Donc, qu'est-ce que c'est le trading? Pour cette deuxième partie de la présentation, je vais me concentrer un petit peu sur la partie pratique qui va décrire le fait que déjà le trading c'est une activité d'achat et de vente d'actifs et de produits financiers et que d'habitude ces actifs financiers sont traités par le trader, comme par exemple les actions qui sont des titres de propriété correspondant à une fraction du capital d'une entreprise, ou les obligations ou les titres de créance qui sont des titres qui correspondent à une part de dette émise par une entreprise ou un État, ou on peut voir des autres exemples. Donc, qu'est-ce que c'est un trader? Un trader, c'est une personne qui négocie des titres financiers et qui travaille la plupart du temps au compte d'un établissement financier, bancaire ou à une société de bourse. Mais de nos jours, il y a plusieurs types de traders et comme vous savez déjà, le trader à compte propre qui peut investir sur plusieurs marchés dans le même temps avec son capital et il est impacté directement par la prise de décision. Le trader de flux, lui, il recherche le meilleur prix disponible sur le marché pour ses clients.
Il se positionne comme un intermédiaire entre les marchés et ses clients et il fait du trading en revanche d'une petite commission sur les opérations que les clients lui confient. Déjà, d'après l'autorité des marchés financiers, plus de 90% des particuliers perdent de l'argent dans le trading. Ça, c'est assez inquiétant parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut faire du trading pour devenir riche overnight. Donc, avec le développement exponentiel des plateformes de trading en ligne, de plus en plus de ces particuliers, ils commencent à prendre du courage. Mais à ce jour, les résultats sont assez décevants. Et les conseils que je peux vous offrir après quelques semaines ou maximum quelques mois d'apprentissage sur ce domaine-là est le fait qu'il faut prendre votre temps pour vous former avant de vous lancer dans le domaine du trading déjà. Parce que c'est un domaine où il s'agit d'un milieu extrêmement compétitif et que la formation ne s'arrêtera jamais. Il faut être à l'écoute tout le temps de marché, de circonstances politiques et toutes sortes de calamités, par exemple, qui peuvent influencer dans une seconde, comme un butterfly effect, votre revenu entier. L'origine du trading en ligne. Et on peut penser déjà que l'origine n'est pas assez loin. Le trading en ligne déjà consiste simplement à acheter et à vendre des titres financiers via une plateforme de trading en ligne. Ces logiciels de trading sont mis à disposition de traders généralement de façon gratuite par des courtiers d'Internet. Ils sont accessibles à toute personne et c'est pour ça que les traders à compte propre se sont lancés rapidement. D'après les années 1980, les traders étaient, dans les années 1980, les traders étaient presque tous des commerciaux. Et depuis une dizaine d'années, les commerciaux laissent peu à peu leur place à des mathématiciens et des programmeurs maîtrisant parfaitement des algorithmes. J'ai montré sur le slide la loi ou la conjecture de Moore. Pourquoi? Parce qu'on voit déjà que cette loi indique que la puissance de traitement global d'ordinateur va doubler tous les 2 ans, en gros, ou voire un peu plus. Et c'est vraiment le cas, et ça reste à la base de l'origine du trading en ligne, parce que c'est avec l'avancement technologique qu'on a pu développer ce domaine de façon plus intensive. Les ordinateurs à haute vitesse de calcul ont devenu plus accessibles, se sont améliorés, les prix ont été beaucoup plus abordables, la connexion à Internet plus rapide. Il y a beaucoup d'aspects à traiter, je ne vais pas trop rentrer en détail, mais peut-être c'est intéressant pour vous de voir comment on travaille avec les données dans le domaine du trading. Donc les données de marché déjà résultent du placement et du traitement d'ordres d'achat et de vente lors de la négociation d'instruments financiers. Les données reflètent l'environnement institutionnel et les traders qui travaillent avec ces données analysent les flux d'ordre et d'achat, réalisent des statistiques sur ces domaines-là. Pour information, les règles créées en 1997 relatives au traitement de commandes introduisent la concurrence dans l'échange via le réseau de communication électronique. L'accès direct au marché, par exemple, donne déjà à l'opérateur une plus grande maîtrise de l'exécution en lui permettant d'envoyer directement d'ordre à la bourse à l'aide de l'infrastructure. Et cet accès, il est constitué et il est à la base du trading de haute fréquence. Donc la stratégie, quand on parle du trading algorithmique, qui est la base du trading lorsqu'on discute du machine learning, se base sur les données du marché, sur les ressources informatiques et bien sûr sur les modèles mathématiques. Et de ce point de vue, on a du trading algorithmique qui est composé de 2 activités. En gros, celui où les opérations boursières sont assistées par des algorithmes. Ici, les modèles fournissent des suggestions de trading aux opérateurs. Et ceux qui sont utilisés par le trading automatisé,
où les ordinateurs effectuent des transactions 24 sur 24 et ils peuvent éventuellement créer des boules financières comme celles qui se sont déjà passées. Ça c'est le dernier slide pour la partie de théorie dans le trading. Ensuite on va approcher le domaine du machine learning de façon plus appliquée. C'est important de comprendre que lorsqu'on veut implémenter un algorithme, il faut toujours avoir une méthodologie à suivre et il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut réaliser avec ce modèle-là et qu'est-ce que ce sont les résultats qui pourraient nous intéresser. Donc ce processus de workflow dans le machine learning doit généralement inclure des étapes comme encadrer le problème déjà, identifier une métrique cible et définir quel est notre succès, nettoyer et valider les données une fois qu'on l'a trouvé, comprendre les données et générer des fonctionnalités informatives, choisir un ou plusieurs algorithmes de machine learning adaptés aux données et les comparer pour voir quel est le meilleur, former et tester et ajuster des modèles ensuite, et utiliser des modèles pour résoudre des problèmes. Le problème initial qu'on avait vu dans cette situation, par exemple, de modélisation prédictive sur quel est l'indice de bourse en fonction de l'historique qu'on a pour les prochains mois. Donc il y a plusieurs cas d'utilisateurs du machine learning pour le trading, parce qu'on a des applications clés qui doivent être concernées. On utilise du data mining pour identifier des patterns, par exemple, et extraire des fonctionnalités. On fait de l'apprentissage supervisé surtout pour générer des facteurs de risque et créer des idées commerciales, par exemple, ou d'investissement. On réalise des agrégations de signaux individuels dans une stratégie. On fait une allocation d'actifs selon les profils de risque appris par un algorithme. On réalise aussi la mise à l'essai et l'évaluation des stratégies, notamment dans l'utilisation de données synthétiques. On réalise aussi du raffinement interactif et automatisé d'une stratégie utilisant l'apprentissage par renforcement, par exemple. Il y a beaucoup de modèles de machine learning. Il y a des modèles linéaires qui sont utilisés, surtout les arbres de décision. Il y a des modèles d'ensemble, surtout le forêt aléatoire qu'on avait déjà découvert, les modèles non linéaires, les modèles de réseau neuronal, les modèles d'apprentissage un peu plus détaillés, un peu plus vastes dans le domaine du renforcement. Et dans cette partie, on va se concentrer sur quelques modèles de série chronologique à partir de données financières, ou bien sûr les observations diffèrent d'une période à l'autre. Ça, ce sont des modèles qui ont été beaucoup sous-estimés en fait dans le machine learning. Elles ont été utilisées en grande partie avant de l'inventation de ces termes-là. Donc ici, comme on peut voir dans le graphique, dans le GIF, effectivement, est que les valeurs elles changent assez visiblement d'une semaine à l'autre. L'objectif principal de l'analyse des séries chronologiques de ce point de vue est de développer des modèles mathématiques fournissant des descriptions plausibles à partir des données et qui sont prises séquentiellement dans le temps. Donc, comme je disais, les prévisions, les modèles chronologiques, elles sont assez négligées dans le domaine du machine learning. Pourquoi? Parce qu'en fait, les séries temporelles, elles sont toujours considérées comme une branche exclusive de l'économétrie. Donc, cette dernière, économétrie, est une discipline qui est relativement jeune par rapport aux séries temporelles qui ont été utilisées bien avant dans l'astronomie ou météorologie à partir des années 1900. Je vais approcher juste un petit peu le côté de composants de la série chronologique qu'on peut observer, parce que l'analyse de série chronologique fournit un ensemble technique permettant de mieux comprendre le jeu de données, et il a 4 parties constitutives. Il s'agit du niveau déjà, qui est la valeur de base pour la série, s'il s'agit d'une ligne droite par exemple. Il s'agit de la tendance, qui est le comportement optionnel et souvent linéaire, croissant ou décroissant de la série dans le temps. Il s'agit aussi de la saisonnalité,
car le modèle ou les cycles de comportement répétitifs ou facultatifs dans le temps se trouvent toujours dans notre donnée. Et il s'agit aussi du bruit ou la variabilité dans les observations qui ne peut pas être expliquée par le modèle. Donc dans le graphique à la droite, ici, on a un lissage de ces composantes déjà sur la série chronologique initiale, appliquant de différentes méthodes comme la méthode de Moving Average. Pour la décomposition additive, on a cet exemple et on voit l'original de notre index boursier et sa forme. Ensuite, on réalise un lissage qui nous montre le trend général. On peut appliquer des modèles qui nous montrent la saisonnalité de ce modèle-là et de cet indice-là. Et ensuite, on voit la partie résiduelle qui d'habitude est assez imprédictible. Il y a des étapes précises qu'il faut suivre dans l'analyse de séries temporelles. Et je vous ai donné juste quelques-unes d'entre elles. Par exemple, la création d'une fonction qui projette la corrélogramme, dans l'exemple qu'on va voir tout de suite, le téléchargement de données, la décomposition additive, la stationnarité, vérification de l'hypothèse de stationnarité pour ceux qui connaissent un petit peu ce domaine, la différenciation et les graphiques de série qui vont se réaliser un peu plus tard. Aussi, on a des corrélogrammes qui mesurent l'étendue d'une relation linéaire. On a d'autres modèles qu'on peut utiliser dans le domaine de séries temporelles pour faire justement des comparaisons entre ces modèles et choisir le mieux. On cherche à trouver le nombre idéal de lags qu'on peut trouver, c'est-à-dire l'exemple, la valeur exacte qui marche bien pour l'interprétation de ces graphiques-là. On exécute des modèles candidats, on estime le meilleur modèle, on vérifie les corrélogrammes résiduels, on compare les métriques du modèle, on entraîne ces modèles, le meilleur d'entre eux, on réalise des fonctions qui facilitent la racine unitaire, on ajoute d'autres données qui peuvent être en tandem pour voir s'il y a une influence entre les deux. On réalise des transformations sur la stationnarité, on inspecte les corrélogrammes, on fait des tests, différents tests, on diagnostique et des fonctions spécifiques, on gère les prédictions et les prévisions hors échantillon. Je suis passée un peu vite parce qu'il y a beaucoup de théories sur ces slides-là. Mais l'idée générale est qu'on part d'un modèle, on part de notre indice boursier par exemple, et on arrive à réaliser toutes sortes de méthodologies en prenant en compte toutes sortes de résultats, en partant de méthodologies assez accessibles. L'idée est pour vous surtout et le fait qu'il faut plutôt savoir comment se débrouiller que créer des nouveaux algorithmes à partir de zéro. Je n'ai pas créé ces modèles-là, je les ai pris du GitHub, mais je les ai adaptés à ma propre situation et j'ai pu réaliser des résultats assez parlants. En ce qui concerne les résultats, on peut voir la tendance sur deux graphiques, celui d'indice boursier et celui d'analyse de sentiments de Zweifel par rapport à cet indice boursier. Et l'idée serait effectivement de travailler dans un cadre déjà plus ample où on collabore entre d'autres data scientists et avec les représentants du métier. On ne saurait jamais, si on ne connaît pas le domaine fonctionnel, quelle est l'interprétation de ce graphique-là, mais notre travail est plutôt de faciliter la compréhension pour les métiers et non pas pour nous-mêmes. Et je vais vous montrer maintenant l'exécution de ces scripts-là que j'avais réalisés. Donc, de façon un peu plus visuelle, qu'est-ce que se passe ici? On fait l'importation de nos librairies et on réalise quelques petites propriétés d'affichage dans la console qui vont faciliter l'interprétation des résultats. Ensuite, on réalise des fonctions spécifiques pour montrer les corrélogrammes d'une façon plus visible. On télécharge les données de Trading Threads qui présentent un indice boursier mensuel.
On réalise la décomposition additive. Dans ce contexte-là, on peut observer que notre indice boursier il a cette valeur-là et on peut voir la décomposition. On réalise aussi la stationnarité de ces séries temporelles, la différenciation des différents plots qui vont nous aider à donner un indice assez petit pour confirmer l'hypothèse de stationnarité de nos données. On réalise des corrélogrammes qui vont prendre des heures et des heures à être expliqués. On peut parler après si vous voulez. On réalise d'autres types de modèles univariés, de séries chronologiques et on fait des comparaisons entre S et Sanimax dans ce contexte-là. On trouve le nombre optimal qu'on peut implémenter dans notre résultat. On réalise des graphiques qui nous montrent quelle est la plus petite valeur de quelques indicateurs qui vont nous aider à trouver ces chiffres desquels on a besoin. On estime le meilleur modèle en prenant en compte les modèles ARMA 0, 4 et 2, 2 dans ce contexte-là. Ensuite, on réalise des corrélogrammes résiduels et on choisit le meilleur modèle en se basant sur la sortie de graphique. Je ne vais pas rester trop longtemps sur ça parce que c'est beaucoup de théorie et ensuite je ne sais pas si vous êtes forcément intéressé si vous ne mettez pas en pratique ces informations. L'idée finale étant justement d'implémenter un algorithme qui puisse être capable de faire des diagnostics sur nos variables, dans ce contexte l'indice boursière, sur une certaine période. Et dans ce contexte-là, à partir de 2013 par exemple, on a des valeurs jusqu'en 2017 et on veut à peu près estimer quelques mois en avance. La tendance elle est assez bonne, la précision elle est assez grande, mais on ne peut jamais être sûr que si on améliore nos modèles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais laisser la parole à Antoine maintenant. Merci déjà vraiment.